Bonjour à tous, vous avez peut-être déjà reconnu le générique de l'émission Les mots bourlingués et vous êtes bien sur Jade FM sur le 99.7. Voici venu le temps d'un racontage d'histoire. Allez, c'est parti! Je commence avec une nouvelle d'un écrivain portugais, António Lobo Antunes. Le grand et horrible crime. Ma mère et moi ne sommes pas riches. Nous avons le salon de coiffure et ce petit appartement ici, en haut, près du square, avec un nouveau parquet posé en juin et une véranda condamnée du temps de mon père, alors que nous habitions tous les trois et qu'il était pointeur. À présent, s'il pointe encore quelque chose, ce sont les cyprès entourant sa pierre tombale, ornée de son portrait en émail, dans le cimetière Alto de São João. Et quand nous y allons le dimanche, il me semble le voir, très sérieux, en blouse marron et cigarette éteinte à la bouche, consignant le passage des nuages avec un bout de crayon à papier. Ma mère et moi ne sommes pas riches. Il y a la pension de mon vieux père et ce que rapporte le salon entre 9h et 7h, grâce aux permanentes de ces divorcés qui se maquillent à leurs fenêtres garnies d'un rideau de satin et passent leur journée à peinturlurer leurs ongles devant le feuilleton brésilien, en attendant que rentrent, en Mercedes et un cure-dent aux lèvres, les entrepreneurs qui payent leurs permanentes, le rideau et les ongles, en soufflant des promesses de bagues d'émeraude sous leur chapeau tyrolien. Nous ne sommes pas riches. Nous déjeunons à l'extérieur le dimanche, nous allons au cinéma, nous achetons quelque chose à dîner au centre commercial. Et comme je n'ai pas de petit ami, ni ne compte en avoir, nous bavardons l'un avec l'autre en été, en dégustant une glace à la vanille sur l'explanade, dans le tumulte des oiseaux. Et nous en étions là, plus ou moins heureux, économisant de l'argent pour des vacances en Espagne, quand Edilson a commencé à nous rendre visite. Je ne sais pas où ma mère l'a déniché, car nous étions toujours ensemble, et je ne l'ai jamais vu à Marvilla. Un mulâtre en veste rouge et cravate jaune se repère à des kilomètres, d'autant plus s'il chante des sambas avec une guitare sur les genoux. Et voilà que je tombe sur ma mère, lui caressant le menton, au moment où je rentrais de chez le docteur qui me fait des piqûres pour soigner ma hernie discale. Moi, effarée, mon parapluie à la main, ma mère, en jupe neuve, avec une voix qui s'évanouit et se prélasse. Edilson. Moi, rongée de jalousie, me disant « je vais mourir ». Enchantée. Me disant « je vais mourir » tout en m'apercevant qu'Edilson avait tout au plus 20 ans, pouvait être son petit-fils. Me disant « si les voisins s'en rendent compte, quelle honte !» Me disant « fini les petites vacances en Espagne ». Et ma mère, sans me prêter attention, « Tu veux un whisky, Edilson ?» Edilson, sa paluche sur le genou de ma mère, avec un sans-gêne affiché. « Pourquoi pas, ma colombe ?» Et ma mère, comme si je n'existais pas, comme si la photographie du pointeur n'avait pas été là, sur la petite table près du canapé, à côté du soliflore avec sa fleur en tissu. Ma mère, tout sourire, et moi, prêt à la tuer. Combien de glaçons ? Ma mère, en organdie bleue. Ma mère, avec un soutien-gorge à baleine. Son collier de cérémonie de mariage à fermoir en argent. Des boucles d'oreilles pendantes. Une mouche sur la joue. Edilson, accordant sa guitare, 2. La tignasse gominée des chaussettes à rayures,
des bottes vernies. Ma mère se tournant vers moi dans un cri de craie, raclant une ardoise. « Apporte immédiatement de la glace, Hannibal. Ne reste pas planté là !» J'ai ouvert le réfrigérateur. La véranda donnait sur les bennes à ordures le long du fleuve. On voyait les grues. Et pourtant, je ne voyais pas les grues. On voyait les mouettes. Et pourtant, je ne voyais pas les mouettes. On voyait Sexal. Et pourtant, je ne voyais pas Sexal. J'ai sorti un couteau du tiroir pour séparer les glaçons, tout collés. On voyait un bateau. Et pourtant, je ne voyais aucun bateau. L'eau du robinet ne parvenait pas à détacher les glaçons. J'ai frappé avec le manche du couteau. On voyait Sexal. Et pourtant, je ne voyais pas Sexal. Et rien. J'ai essayé avec l'eau chaude, et rien. Ma mère, depuis le salon, dans un cri de craie raclant une ardoise. « Cette glace, c'est pour aujourd'hui, Hannibal ?» Et j'étais prêt à la tuer, monsieur le juge. J'étais prêt à la tuer. Pendant 41 ans, nous avons été plus ou moins heureux. On sortait déjeuner dehors le dimanche, on allait au cinéma, on achetait quelque chose au centre commercial pour le dîner. On dégustait des glaces à la vanille sur l'esplanade, dans le tumulte des oiseaux. On voyait des grues. Et pourtant, je ne voyais pas les grues. Je n'ai jamais eu de petite amie. Ma mère. « Lâche ce couteau, Hannibal, on ne joue pas avec ces choses-là. » Je n'ai jamais eu de petite amie, ni ne compte en avoir. Ma mère, son visage caché derrière ses mains. Edilson. Ma mère, en organdie bleu. Edilson. On voyait un bateau, et pourtant je ne voyais aucun bateau. Et lorsqu'on m'a emmenée au commissariat, je n'ai même pas protesté. Ne me dites pas que cette femme était ma mère. Ce n'était pas ma mère. Ma mère n'avait rien en commun avec les divorcés du quartier, et jamais elle n'aurait accepté de se coller une mouche sur la joue. Ma mère, qui était une dame, n'aurait jamais porté un soutien-gorge à baleine. Mandem-nos, meu coração, de outro assim perdidos. Somos dois gritos calados, dois fados desencontrados, dois amantes desunidos. Somos dois gritos calados, dois fados desencontrados, dois amantes desunidos. Je continue en faisant un pied de nez au retour de l'hiver avec un texte de Gianni Rodari intitulé « Voyage organisé ». Un matin, le trolleybus numéro 75, au lieu de descendre comme d'habitude dans le centre de Rome, contourna la Janicule et s'engagea sur la voie aurélienne qui sort de la ville vers le nord-ouest en direction de Pise. Au bout de quelques minutes, il fonçait dans la campagne romaine comme un lièvre en vacances. Les passagers, à cette heure-là, étaient presque tous des employés de bureau et lisaient le journal,
même ceux qui ne l'avaient pas acheté et qui le lisaient par-dessus l'épaule du voisin. Un monsieur, en tournant la page, leva les yeux un instant, regarda à travers la vitre et se mit à crier. « Monsieur le receveur, que se passe-t-il? Au secours! À l'aide! Trahison !» À ces cris, les autres passagers levèrent les yeux de leur journal et aussitôt éclata dans le trolley un chœur de protestation, une tempête d'injures. « Mais par là, on sort de la ville! Que fait le conducteur? Il est fou à lier! Liez-le! C'est la pagaille dans les services publics, hein. Il est 9h moins 10 et je dois être au tribunal à 9h précises, s'exclama un avocat. Si je rate mon procès, je traîne en justice la compagnie des transports urbains. Le receveur et le conducteur tentaient de repousser l'assaut, déclarant qu'il n'y était pour rien, que le trolley n'obéissait plus aux commandes et n'en faisait qu'à sa tête. En effet, au même moment, le trolley quitta carrément la route et alla s'arrêter à l'orée d'un bois frais et parfumé. « Oh, des cyclamènes !» s'écria une dame avec ravissement. « C'est bien le moment de penser aux cyclamènes !» grogna l'avocat. « Ça m'est égal !» déclara la dame. « J'arriverai en retard au ministère. Je me ferai passer un bon savon. De toute façon, ça ne changera guère. Mais pendant que j'y suis, je vais enfin pouvoir me passer cette envie. Il doit bien y avoir 10 ans que je n'ai pas cueilli des cyclamènes. » Elle descendit du trolley et, respirant à plein poumon l'air pur de ce matin insolite, se mit à faire un bouquet de cyclamènes. Constatant que le trolley ne voulait toujours rien savoir, les passagers, l'un après l'autre, descendirent se dégourdir les jambes ou fumer une cigarette, tandis que leur mauvaise humeur se dissipait comme une brume matinale sous le soleil printanier. Tel d'entre eux cueillait une marguerite et l'enfilait à sa boutonnière. Tel autre découvrait une fraise des bois, encore verte, et s'écriait « C'est moi qui l'ai trouvée, je vais y mettre ma carte de visite, puis je viendrai l'accueillir quand elle sera mûre, et gare si je ne la retrouve plus. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Il sortit une carte de visite de son portefeuille, l'enfila sur un cure-dent et planta le cure-dent à côté de la fraise. On pouvait lire sur l'écriteau « Jules Bolati, directeur littéraire ». 2 fonctionnaires du ministère de l'Éducation nationale froissèrent en boule leur journal et commencèrent une partie de football. À chaque coup de pied dans ce ballon improvisé, ils hurlaient « Au diable !» Bref, on ne reconnaissait plus ces mêmes fonctionnaires qui, peu auparavant, voulaient lyncher les 2 employés du trolley. Ces derniers, quant à eux, s'étaient partagé un gros sandwich à l'omelette et faisaient un pique-nique sur l'herbe. « Attention !» cria soudain l'avocat. Le trolley s'ébranlait lourdement et repartait, tout seul, au petit trot. Les voyageurs eurent tout juste le temps de le prendre au vol. La dernière à sauter dedans fut la dame aux cyclamènes, qui protestait. « Oh, ce n'est pas du jeu, hein, moi qui commençais à peine à m'amuser. »« Quelle heure peut-il bien être ?» demanda quelqu'un. « Oh là là, il doit être tard. » Ils regardèrent tous leurs poignets. Surprise générale. Leur montre marquait toujours 9h moins 10. De toute évidence, les aiguilles n'avaient pas tourné pendant tout le temps qu'avait duré cette partie de campagne. Ça avait été un petit supplément de temps gratis, une sorte de cadeau réclame, comme ces jouets qu'on trouve dans les paquets de lessive. « Mais c'est impossible !» s'étonnait la dame aux cyclamènes, tandis que le trolley retrouvait son parcours normal, dévalait les rues vers le centre de la capitale. Personne n'y comprenait rien. Et pourtant, ce n'était pas si difficile à comprendre, car enfin, ils avaient tous le journal sous les yeux, avec la date bien visible en haut de chaque page. 21 mars. Le premier jour du printemps, voyons, tout est possible.
rêves de toujours, et pour toujours nos rêves d'enfant. Moi je rêve qu'un jour tout autour de moi s'éveille un nouveau monde d'un genre qu'on ne connaît pas. Moi je rêve qu'un jour tout au fond de toi s'éveillent tous les pouvoirs, les rêves qui dorment en toi. Tous les pouvoirs, les rêves qui dorment en toi. Il est un monde autour qui nous attend, où se dessinent nos rêves en plus grand. Comme si c'était écrit depuis la nuit des temps. Un nouveau jour se lève, tout autour s'élève. Il est un monde autour qui nous attend, où se dessinent nos rêves en plus grand. Comme si c'était écrit depuis la nuit des temps. Un nouveau jour se lève, un nouveau printemps éternel. Et maintenant, un autre texte sur l'amour filial avec La tisane de Léon Bloy. Jacques se jugea simplement ignoble. C'était odieux de rester là, dans l'obscurité, comme un espion sacrilège, pendant que cette femme, si parfaitement inconnue de lui, se confessait. Mais alors, il aurait fallu partir tout de suite, aussitôt que le prêtre en surplis était venu avec elle, ou, du moins, faire un peu de bruit pour qu'ils fussent avertis de la présence d'un étranger. Maintenant, c'était trop tard, et l'horrible indiscrétion ne pouvait plus que s'aggraver. Désœuvré, cherchant comme les cloportes un endroit frais à la fin de ce jour caniculaire, il avait eu la fantaisie, peu conforme à ses ordinaires fantaisies, d'entrer dans la vieille église et s'était assis dans ce coin sombre, derrière ce confessionnal, pour y rêver, en regardant s'éteindre la grande rosace. Au bout de quelques minutes, sans savoir comment ni pourquoi, il devenait le témoin fort involontaire d'une confession. Il est vrai que les paroles ne lui arrivaient pas distinctes, et qu'en somme, il n'entendait qu'un chuchotement. Mais le colloque, vers la fin, semblait s'animer. Quelques syllabes, çà et là, se détachaient, émergeant du fleuve opaque de ce bavardage pénitentiel. Et le jeune homme, qui par miracle était le contraire d'un parfait goujat, craignit tout de bon de surprendre des aveux qui ne lui étaient évidemment pas destinés. Soudain, cette prévision se réalisa. Un remous violent parut se produire. Les ondes immobiles grondèrent en se divisant comme pour laisser surgir un monstre, et l'auditeur, broyé d'épouvante, entendit ces mots proférés avec impatience. « Je vous dis, mon père, que j'ai mis du poison dans sa tisane. » Puis, rien. La femme, dont le visage était invisible, se releva du prie-dieu et, silencieusement, disparut dans le taillis des ténèbres. Pour ce qui est du prêtre, il ne bougeait pas plus qu'un mort, et de lentes minutes s'écoulèrent avant qu'il ouvrît la porte et qu'il s'en alla, à son tour, d'un pas pesant d'un homme assommé. Il fallut le carillon persistant des clés du bedeau et l'injonction de sortir, longtemps bramée dans la nef, pour que Jacques se levât lui-même, tellement il était abasourdi de cette parole qui retentissait en lui comme une clameur. Il avait parfaitement reconnu la voix de sa mère. Oh, impossible de s'y tromper! Il avait même reconnu sa démarche quand l'ombre de femme s'était dressée à 2 pas de lui. Mais alors, quoi? Tout croulait, tout fichait le camp, tout n'était qu'une monstrueuse blague. Il vivait seul avec cette mère qui ne voyait presque personne et ne sortait que pour aller aux offices. Il s'était habitué à la vénérer de toute son âme, comme un exemple unique de la droiture et de la bonté. Aussi loin qu'il put voir dans le passé, rien de trouble, rien d'oblique, pas un repli, pas un seul détour. Une belle route blanche à perte de vue, sous un ciel pâle. Car l'existence de la pauvre femme avait été fort mélancolique. Depuis la mort de son mari, tué à Champigny, et dont le jeune homme se souvenait à peine, elle n'avait cessé de porter le deuil, s'occupant exclusivement de l'éducation de son fils,
qu'elle ne quittait pas un seul jour. Elle n'avait jamais voulu l'envoyer aux écoles, redoutant pour lui les contacts. S'était chargée complètement de son instruction, lui avait bâti son âme avec des morceaux de la sienne. Il tenait même de ce régime une sensibilité inquiète et des nerfs singulièrement vibrants qui l'exposaient à de ridicules douleurs, peut-être aussi à de véritables dangers. Quand l'adolescence était arrivée, les Freuden prévus, qu'elle ne pouvait pas empêcher, l'avaient faite un peu plus triste, sans altérer sa douceur. Ni reproches, ni scènes muettes. Elle avait accepté, comme tant d'autres, ce qui est inévitable. Enfin, tout le monde parlait d'elle avec respect. Et lui, seul au monde, son fils très cher, se voyait aujourd'hui forcé de la mépriser. De la mépriser à deux genoux et les yeux en pleurs, comme les anges mépriseraient Dieu s'il ne tenait pas ses promesses. Vraiment, c'était à devenir fou, c'était à hurler dans la rue. Sa mère, une empoisonneuse. C'était insensé, c'était 1 000 000 de fois absurde, c'était absolument impossible. Et pourtant, c'était certain. Ne venait-elle pas de le déclarer elle-même ? Il se serait arraché la tête. Mais empoisonneuse de qui, bon Dieu ? Il ne connaissait personne qui fût mort empoisonné dans son entourage. Ce n'était pas son père, qui avait reçu un paquet de mitraille dans le ventre. Ce n'était pas lui, non plus, qu'elle aurait essayé de tuer. Il n'avait jamais été malade, n'avait jamais eu besoin de tisane, et se savait adoré. La première fois qu'il s'était attardé le soir, et ce n'était certes pas pour de propres choses, elle avait été malade elle-même d'inquiétude. S'agissait-il d'un fait antérieur à sa naissance ? Son père l'avait épousée pour sa beauté lorsqu'elle avait à peine 20 ans. Ce mariage avait-il été précédé de quelque aventure pouvant impliquer un crime ? Non, cependant. Ce passé limpide lui était connu, lui avait été raconté 100 fois, et les témoignages étaient trop certains. Pourquoi donc cet aveu terrible ? Pourquoi surtout, mais pourquoi fallait-il qu'il en eût été le témoin ? Soûl d'horreur et de désespoir, il revint à la maison. Sa mère accourut aussitôt l'embrasser. « Comme tu rentres tard, mon cher enfant, et comme tu es pâle, serais-tu malade ?»« Non, répondit-il. Je ne suis pas malade, mais cette grande chaleur me fatigue, et je crois que je ne pourrai pas manger. Et vous, maman, ne sentez-vous aucun malaise ? Vous êtes sortie sans doute pour chercher un peu de fraîcheur ? Il me semble vous avoir aperçu de loin sur le quai. Je suis sortie, en effet, mais tu n'as pas pu me voir sur le quai. J'ai été me confesser. Ce que tu ne fais plus, je crois, depuis longtemps. Mauvais sujet. » Jacques s'étonna de ne pas être suffoqué, de ne pas tomber à la renverse, foudroyé, comme cela se voit dans les bons romans qu'il avait lus. C'était donc vrai qu'elle avait été se confesser. Il ne s'était donc pas endormi dans l'église, et cette catastrophe abominable n'était pas un cauchemar, ainsi qu'il l'avait 1 minute follement conçu. Il ne tomba pas, mais il devint beaucoup plus pâle, et sa mère en fut effrayée. « Qu'as-tu, mon petit Jacques ?» lui dit-elle. « Tu souffres, tu caches quelque chose à ta mère. Tu devrais avoir plus de confiance en elle, qui n'aime que toi et qui n'a que toi. » « Comme tu me regardes, mon cher trésor. Mais qu'est-ce que tu as donc ? Tu me fais peur. » Et elle le prit amoureusement dans ses bras. « Écoute-moi bien, grand enfant. Je ne suis pas une curieuse, tu le sais, et je ne veux pas être ton juge. Ne me dis rien si tu veux rien me dire, mais laisse-toi soigner. Tu vas te mettre au lit tout de suite. Pendant ce temps, je te préparerai un bon petit repas très léger que je t'apporterai moi-même, n'est-ce pas ? Et si tu as de la fièvre cette nuit, je te ferai de la tisane. » Jacques, cette fois, roula par terre. « Enfin,
soupira-t-elle, un peu lasse, en étendant la main vers une sonnette. Jacques avait un anévrisme au dernier stade, et sa mère avait un amant qui ne voulait pas être beau-père. Ce drame simple s'est accompli il y a 3 ans dans le voisinage de Saint-Germain-des-Prés. La maison qui en fut le théâtre appartient à un entrepreneur de démolition. If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. Hey, nay, 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 nay. I'm ready, my lord. Et je termine avec un conseil avisé pour tous les voyageurs, avec la nouvelle de Umberto Eco, Comment voyager avec un saumon. À en croire les journaux, notre époque est troublée par 2 grands problèmes. L'invasion des ordinateurs et l'inquiétante expansion du tiers-monde. C'est vrai, et moi je le sais. Dernièrement, j'ai fait un voyage bref. 1 jour à Stockholm et 3 à Londres. À Stockholm, j'ai eu le temps d'acheter un saumon fumé énorme, à un prix dérisoire. Il était soigneusement emballé dans du plastique, mais on m'a conseillé, puisque j'étais en voyage, de le garder au frais. Facile à dire. Heureusement, à Londres, mon éditeur m'avait réservé une chambre de luxe équipée d'un frigo-bar. Arrivé à l'hôtel, j'ai eu l'impression d'être dans une légation de Pékin pendant la révolte des Boxers. Des familles campant dans le hall, des voyageurs enfouis sous des couvertures, dormant sur leurs bagages. Je m'informe auprès des employés, tous indiens, plus quelques Malais. Ils me répondent que, la veille, le grand hôtel s'était doté d'un système informatique qui, par manque de rodage, venait de tomber en panne 2 heures auparavant. Impossible désormais de savoir si les chambres étaient libres ou occupées. Il fallait attendre. En fin d'après-midi, l'ordinateur était réparé et j'ai pu prendre possession de ma chambre. Préoccupé par mon saumon, je le sors de ma valise et me mets en quête du frigo-bar. D'habitude, les frigobars des hôtels normaux contiennent 2 bières, 2 eaux minérales, quelques mignonnettes, un petit assortiment de jus de fruits et 2 sachets de cacahuètes. Celui de mon hôtel, gigantesque, contenait 50 mignonnettes de whisky, gin, Drambuie, Courvoisier, Grand Marnier et autres Calvados, 8 quarts Perrier, 2 de Badois, 2 d'Évian, 3 bouteilles de champagne, plusieurs canettes de stout, de pale ale, de bière hollandaise et allemande, du vin blanc italien et français, des cacahuètes, des biscuits salés, des amandes, des chocolats et de l'Alka-Seltzer. Aucune place pour mon saumon. 2 grands tiroirs s'offraient à moi. J'y ai déversé tout le contenu du frigo-bar. J'ai installé mon saumon au frais et je ne m'en suis plus occupée. Le lendemain, à 4 heures, mon bestiau trônait sur la table
et le frigo-bar était de nouveau rempli jusqu'à la gueule de produits de qualité. J'ouvre les tiroirs et constate que tout ce que j'y ai déposé la veille est encore là. Je téléphone à la réception et demande d'avertir le personnel d'étage que s'il trouve le frigo vide, ce n'est pas que je consomme tout, mais c'est à cause d'un saumon. On me répond que cette information doit être donnée à l'ordinateur central, car le personnel n'étant pas anglophone, il ne peut recevoir des ordres parlés, mais seulement des instructions en basique. J'ai ouvert 2 autres tiroirs pour y transférer le nouveau contenu du frigo-bar, dans lequel j'ai ensuite logé mon saumon. Le lendemain, à 4 heures, l'animal gisait sur la table et commençait à dégager une odeur suspecte. Le frigo regorgeait de bouteilles et mignonnettes. Quant aux 4 tiroirs, il rappelait le coffre-fort d'un speakeasy au temps de la Prohibition. Je téléphone à la réception et apprends qu'ils ont une nouvelle panne d'ordinateur. Je sonne et tente d'expliquer mon cas à un type portant les cheveux attachés en catogan. Hélas, il parlait un dialecte qui, d'après ce que m'a expliqué par la suite un collègue anthropologue, n'était pratiqué qu'au Képhiristan, à l'époque où Alexandre le Grand fêtait ses épousailles avec Roxane. Le matin suivant, je suis allée régler ma note. Elle était astronomique. Il apparaissait qu'en 2 jours et demi, j'avais consommé plusieurs hectolitres de Veuve Clicquot, 10 litres de whisky divers et variés, y compris quelques maltes très rares, 8 litres de gin, 25 litres de Perrier et d'Évian, plus quelques bouteilles de Saint-Pellegrino. Davantage de jus de fruits qu'il n'en faudrait pour maintenir en vie tous les enfants de l'UNICEF. Une quantité d'amandes, de noix et de cacahuètes à faire vomir le légiste chargé de l'autopsie des personnages de la Grande Bouffe. J'ai essayé de m'expliquer, mais l'employé, en souriant de toutes ses dents noircies par le bétel, m'a certifié que l'ordinateur avait enregistré tout ça. J'ai demandé un avocat. On m'a apporté une mangue. Mon éditeur est furieux et me prend pour un parasite. Le saumon est immangeable. Mes enfants m'ont dit que je devrais boire un peu moins. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. Vos grandes oreilles peuvent retrouver toutes ces histoires en podcast sur le site de Jade FM. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!